La Grande École vous présente Les changements climatiques par Sebastian Weisenberger. Cours 1. La découverte des changements climatiques. Bonjour et bienvenue sur ce cours sur les changements climatiques. Lors de ce cours, nous allons aborder la science entourant les changements climatiques et expliquer pourquoi les gaz à effet de serre, dont le CO2 que les humains émettent, ont la capacité de modifier le climat de la Terre. Nous allons parler des principaux impacts que les changements climatiques risquent d'avoir sur la planète, sur les écosystèmes et les sociétés humaines. Et nous allons parler des moyens qui sont à notre disposition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et principalement de CO2. Lors de cette partie introductoire, nous allons expliquer comment a évolué la science des changements climatiques, donc comment est-ce qu'on a au fil du temps découvert que les émissions de CO2 d'origine humaine peuvent modifier le climat. Et bien sûr, si vous suivez ce cours, c'est que vous avez probablement entendu parler des changements climatiques, et ce pour cause, car il s'agit vraisemblablement du plus grand problème environnemental auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la très réputée revue scientifique Nature qui avait dit cela déjà en 1979. Alors comment est-ce qu'on a découvert l'existence des changements climatiques ? À l'encontre de ce qu'on pourrait penser, ce qu'on pense souvent, l'existence des changements climatiques n'est pas du tout récente, elle date de plus d'un siècle, puisque c'est en 1896 que le savant suédois Svante Arrhenius a pour la première fois émis l'hypothèse que les émissions de CO2 reliées à la combustion du charbon dans les usines à vapeur, qui bien sûr étaient en pleine expansion dans l'Europe de ce temps, pourraient causer un changement dans le climat et un changement lié à la modification du pouvoir radiatif du CO2 qui donc pourrait réchauffer le climat. D'ailleurs, Svante Arrhenius a plus tard, en 1903, reçu le prix Nobel de chimie et a été un des premiers directeurs de l'Institut Nobel en 1905. Alors, pour émettre cette hypothèse, Arrhenius, bien sûr, se fondait sur quelques connaissances que nous avions déjà sur l'atmosphère et sur le CO2 à ce temps. En effet, déjà au début du XIXe siècle, Joseph Fourier, un chimiste physicien, dans le temps on ne faisait pas la différence, donc un scientifique français avait émis l'hypothèse que l'atmosphère contribuait d'une manière ou d'une autre à réchauffer la surface de la Terre, et il avait émis cette hypothèse parce que selon ses calculs, par rapport à sa position par rapport au Soleil, la Terre devrait être beaucoup plus froide qu'elle ne l'était véritablement. Donc la seule réponse à cette énigme qu'il pouvait trouver est que quelque chose dans l'atmosphère de la Terre contribuait à réchauffer la Terre. Donc on parlait d'un effet de serre, mais bien sûr sans en connaître la cause encore. Et un peu plus tard, dans le même siècle, autour des années 1850, un scientifique anglo-irlandais, John Tyndall, a été le premier à mesurer le pouvoir d'absorption du rayonnement CO2 par différentes constituantes de l'atmosphère, différents gaz comme la vapeur d'eau, le CO2 ou le CH4. Alors bien sûr, en mettant ces deux éléments ensemble, on peut dire, eh bien, si l'atmosphère contient une certaine quantité de tous ces gaz, de la vapeur d'eau, du CO2, du CH4, dont on sait qu'ils absorbent le rayonnement infrarouge, et qu'en même temps on a un effet de serre dans l'atmosphère, donc peut-être que ce pouvoir d'absorption et de réflexion du rayonnement infrarouge, qui est du rayonnement calorifique, est peut-être à l'origine en effet de l'effet de serre qu'on observe de manière naturelle, et de là à émettre l'hypothèse que si on augmente la concentration de ces, comme on les appelle, gaz à effet de serre,
donc Svante Arrhenius a pu poursuivre le raisonnement pour émettre l'hypothèse que si on augmentait donc la concentration de ces gaz à effet de serre due à des activités humaines, eh bien l'effet de serre serait plus prononcé et la Terre deviendrait donc plus chaude. Alors pendant longtemps, ceci est bien sûr resté une hypothèse purement scientifique, mais déjà dans les années 1930, il y a eu les premières mesures de température globale de la Terre qui ont été faites par un ingénieur et scientifique anglais, Guy Stewart Callendar, qui était très intéressé dans cette hypothèse de réchauffement climatique et avait compilé, il faudrait plutôt dire, les mesures de température qui existaient, qui étaient à sa disposition dans ce temps-là, et avait en effet noté un réchauffement certain du climat, et il avait mis ce réchauffement du climat en parallèle avec une compilation qu'il avait aussi faite des mesures de CO2 qui étaient disponibles à cette époque, qui étaient bien sûr beaucoup moins nombreuses qu'aujourd'hui. Mais en mettant en parallèle ces deux courbes, eh bien, les deux courbes augmentaient à peu près au même rythme. Donc cela semblait bien conforter l'hypothèse que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère était en lien de causalité avec l'augmentation des températures dans l'atmosphère également. Alors ce qu'il faut dire, c'est que durant cette période, autant Callendar que Arrhenius voyaient ce réchauffement plutôt d'un bon œil, et puis il faut bien sûr considérer que l'un vivant en Suède, l'autre en Angleterre, ils étaient dans des pays plutôt froids, et qu'un réchauffement de la planète pour eux serait synonyme de récoltes d'été plus longs, d'hivers moins froids, de récoltes plus abondantes, et somme toute d'un climat beaucoup plus agréable pour vivre. Donc il voyait ce réchauffement plutôt comme un impact positif qu'un impact négatif, ce qui de nos jours bien sûr n'est plus le cas. Alors parmi les autres pionniers de la science des changements climatiques, on pourrait nommer Hermann Flohn, un géographe et climatologue allemand qui a aussi été le premier à penser aux conséquences que pourraient avoir les changements climatiques sur le système climatique de la Terre, donc toute la circulation atmosphérique, la circulation océanique et comment cela pourrait modifier le climat. Donc là, on entre un petit peu plus dans une vision plus problématique des changements climatiques par rapport à ce qui se faisait avant. Ça, c'était dans les années 1940 environ. Alors la vraie étude scientifique poussée et systématique des changements climatiques a véritablement commencé après la guerre, bien sûr, et surtout dans les années 50. Une des expériences phares qui a été menée à partir des années 50 a été la mesure en continu des concentrations de CO2 atmosphérique dans l'observatoire de Mauna Loa à Hawaï. Et cette expérience, qui se poursuit jusque dans nos jours, a été initiée par Charles David Keeling, dont le nom est maintenant associé à la fameuse courbe de Keeling, qui est la courbe des concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Et le financement était en fait possible dans les années 50 parce qu'il y a eu la première année géophysique internationale où donc les gouvernements ont donné certains montants d'argent pour étudier le système de la Terre, le système géophysique, dont bien sûr le système climatique fait partie. Et c'est ce qui a permis à Keeling d'installer un observatoire de CO2 sur un volcan sur l'île d'Hawaï en grande altitude. Et pourquoi est-ce qu'il est allé s'installer dans un endroit si inaccessible? Il y a des bonnes raisons pour cela. Premièrement, eh bien, il voulait être très loin de toute installation industrielle, puisque bien sûr, si on fait des mesures à côté d'une installation industrielle qui rejette du CO2, on ne va pas avoir des bonnes mesures, on va plutôt mesurer ce que fait l'installation industrielle que ce que fait l'atmosphère. Donc plus on est loin des établissements humains et des installations industrielles, mieux c'est. Or, peu d'endroits sont aussi isolés que l'île de Hawaï au milieu du Pacifique. Et pourquoi en grande hauteur dans un terrain dénué de toute végétation? Eh bien, quand on regarde la courbe de Keeling, on voit que superposée à l'augmentation graduelle des concentrations de CO2, on voit des petites fluctuations qui sont en fait des fluctuations annuelles
et qui viennent de la photosynthèse de la végétation, puisqu'on sait qu'au printemps, la végétation entame sa croissance, donc absorbe du CO2 de l'atmosphère, et que, venu l'automne, une partie de cette végétation, les feuilles par exemple, tombent à terre et dépérissent et sont retournées à l'atmosphère en tant que CO2. Et bien sûr, puisque la végétation n'est pas répartie également sur les deux hémisphères de la Terre, il y a beaucoup plus de continents sur l'hémisphère nord et beaucoup moins sur l'hémisphère sud, eh bien, la quantité de CO2 dans l'atmosphère varie entre les saisons de manière globale, puisque le CO2 se répartit très rapidement sur la surface de la Terre. Et pour éviter donc l'influence locale de la végétation, Keeling a décidé d'installer son observatoire aussi loin que possible de cette végétation. Initialement, on voulait aussi construire un deuxième observatoire en Antarctique, région qui également est très éloignée de toute activité humaine, bien sûr, et est tout aussi éloignée de toute végétation, mais le financement n'était pas présent dans le temps de Keeling, donc il a dû abandonner cette idée du deuxième observatoire. C'est aussi à cette époque qu'on a développé les premiers modèles climatiques qui, de nos jours, jouent un si grand rôle. Un des premiers modèles a été développé par le Canadien Gilbert Plass et qui, de manière très étonnante d'ailleurs, déjà dans les années 50-60, obtenait à peu près les mêmes résultats qu'obtiennent nos modèles contemporains qui sont pourtant beaucoup plus complexes. D'autres modèles très connus étaient celui de Norman Phillips, développé à l'université de Princeton aux États-Unis, ou le modèle de Syukuro Manabe, un scientifique japonais qui lui aussi œuvrait surtout aux États-Unis et qui, dans les années 1960, a été le premier à inclure spécifiquement le rôle des océans dans la machine climatique. Et nous allons parler d'ailleurs plus tard du rôle des océans, qui est tout à fait capital dans le fonctionnement du climat de la Terre. Alors, avec ces avancées scientifiques sont aussi venues les premières préoccupations un peu plus généralisées à propos de la question des changements climatiques qui allaient peut-être s'en venir dans le futur. Et il y a eu les premières conférences et rapports sur ce sujet. Donc, la première conférence assez de réputation a été celle de Boulder au Colorado en 1965, qui a regroupé de plusieurs chercheurs de plusieurs disciplines différentes, dont d'ailleurs un qui est très connu, Edward Lorenz, pour avoir été un des pères de la théorie du chaos, pour ceux qui ont déjà entendu parler de cette théorie, donc l'effet du papillon, qui a été découvert par Edward Lorenz, et qui avait déjà lancé un petit cri d'alarme en disant que eh bien, le climat, puisque déjà la météo peut se décrire par des systèmes chaotiques, le climat de la Terre, probablement aussi, pourrait nous réserver quelques surprises, dans le sens qu'il pourrait y avoir certains points de basculement assez rapides, ou un réchauffement relativement d'ampleur peu importante pourrait pourtant avoir des conséquences assez inattendues, graves et irréversibles aussi sur certains éléments du système climatique. Et donc il avait déjà prévu ce qu'on appelle aujourd'hui des points de non-retour ou des points de basculement du climat qui aujourd'hui préoccupent beaucoup les scientifiques et sont aussi introduits bien sûr dans les négociations sur le climat, comme on va le voir plus tard. En 1911 est sorti un rapport Study of Man's Impact on Climate, donc l'étude sur l'impact de l'humain sur le climat, un rapport scientifique, mais qui a eu une diffusion un peu plus large. Bien sûr, les années 1960 et 1970 étaient des années où s'est vraiment formée la conscience collective sur les problèmes environnementaux. Donc, beaucoup de gens qui ont vécu dans cette période se souviennent du fameux livre de Rachel Carson, le printemps silencieux, qui parlait du rôle du DDT ou d'autres pesticides sur les oiseaux. Nous avons eu aussi le fameux rapport du Club de Rome qui énonçait pour la première fois eh bien, la limite des ressources de la Terre, donc jusqu'à où est-ce que
la croissance démographique, la croissance économique pourra encore être supportée par les systèmes naturels de notre planète. Nous avions des problèmes de pollution atmosphérique, ça se faisait un certain temps, même depuis la fin du XIXe siècle, on se préoccupait de la pollution atmosphérique dans les grands centres urbains comme Manchester, Liverpool ou à Londres, où dans les années 50, le smog a causé plusieurs milliers de morts durant un seul épisode. Plus tard, on a eu les problématiques des pluies acides qui occupaient beaucoup les esprits et qui a mené à la signature de plusieurs protocoles environnementaux et finalement qui a mis en branle, dont tous ces problèmes environnementaux ont mis en branle les processus qu'on voit aujourd'hui d'introduction des préoccupations environnementales dans le monde politique, dont la naissance des mouvements verts, qui a introduit la création, bien sûr, du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a été à l'origine de la création de plusieurs protocoles environnementaux, et éventuellement, on en est arrivé au rapport Brundtland qui introduisait la notion de développement durable. Donc sont nés les grands protocoles environnementaux qui ont été signés lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, dont la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, dont nous allons parler dans un instant. Donc vers la fin des années 1970, on a observé qu'il y avait déjà une mobilisation dans le monde scientifique, mais aussi dans le monde politique autour de la question des changements climatiques. Donc nous avions parlé par exemple en introduction de l'éditorial de la revue Nature. Et en 1979 aussi, le gouvernement américain avait demandé à son Académie des sciences de produire un rapport sur les changements climatiques liés aux émissions de CO2. Ce rapport avait utilisé la modélisation pour essayer de prévoir le degré de réchauffement qu'il pourrait y avoir d'ici, en fonction d'un doublement du taux de CO2. Il s'attendait à un réchauffement entre 1,5 et 4,5 degrés. Donc on a commencé à établir des limites dans lesquelles pourrait se situer un réchauffement futur. Et aussi, fait novateur, ce rapport avait énoncé pour la première fois qu'une politique attentiste pourrait signifier qu'il serait trop tard lorsqu'il s'agit d'agir. Donc le rapport les scientifiques avaient été très clairs sur le fait qu'il fallait dès lors, puis on est en 1979, commencer à réduire les émissions pour pouvoir limiter le phénomène des changements climatiques dans le futur. Et cela, bien sûr, parce qu'on savait qu'il y a dans le système climatique des temps de latence importants. Donc, avant d'observer un impact sur le climat, eh bien, cela prend quelques décennies. Et après avoir stabilisé le climat, il y a encore un temps de latence d'1 ou 2 siècles durant lesquels le réchauffement se poursuivrait, même si on gardait les concentrations de CO2 dans l'atmosphère à un niveau égal.